Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve à nouveau pour une conférence à Maison du Design, donc la dernière de la journée. Là, je parle aux courageux qui étaient à Rosa Parks avant. Donc, avant de lancer les festivités, j'aimerais juste vous signaler que l'on a lancé en fait notre appel, ça marche encore? Oui, notre appel à projet. Oui, je pas appuyer le micro. Donc voilà, donc Maison du Design, on a lancé notre appel à projet. Donc cela fait une petite semaine que ça a commencé. Donc si vous souhaitez ou vous connaissez quelqu'un qui souhaite être accompagné par l'un de nos collaborateurs, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Donc toutes les informations s'y trouvent, vous y trouverez le formulaire et les informations. Donc, j'essaie de faire court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, voilà. Sinon, après la conférence, vous pouvez aller au drink, me parler et je vous donnerai toutes les informations. Donc, voilà, comme je l'ai dit, il y aura un drink, donc après l'effort, le réconfort. Et donc, voilà, merci à tous d'être là. Et sans plus tarder, je laisse la main à Nicolas Atlet qui va lancer les festivités. Merci. Effectivement, on se trouve à la Maison du Design. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être déjà participé au vernissage il y a 2 semaines. Donc, mais pour resituer brièvement, donc, la Maison du Design accueille l'expo 99%. Je sais. Ça ne marche pas. Donc, je reprends. Donc, 99%, une expo itinérante réalisée par Rotor, qui est le mandataire du programme FCRBE, donc qui est un programme pour faciliter le réemploi de matériaux de construction en Europe. Donc, on a eu l'occasion, dans la première partie de cette journée, d'avoir d'autres participants à ce programme, dont notamment Bellastock, enfin des représentants évidemment, Bellastock, Emwilt et Buildwise. Et donc nous on avait eu aussi la chance de participer à ce programme à travers le travail de fin d'études de Lorraine Gilliac. Donc ça a été le point de départ pour les événements ici. Et la journée qui nous occupe donc aujourd'hui de réemploi vers une plasticité des pratiques. C'était un peu en complémentarité de cet aspect de massification, qui est le but du programme FCRBE pour la facilitation du réemploi. Là, c'était un peu en complémentarité de ça pour aller plus vers l'aspect conception, l'aspect donc aussi technique et d'accès à la ressource. Et donc, dans une dimension d'ouverture, de plasticité, c'est-à-dire plasticité des pratiques, de comment le fait d'utiliser des matériaux en réemploi transforme les façons de faire projet et transforme ceux qui font projet également. Et donc, dans la continuité des tables thématiques qu'on a vues aujourd'hui, on va avoir ce soir donc 2 présentations donc de 2 bureaux. La première présentation, je vais céder la parole de suite. Donc, c'est une présentation de Michel Prégardien, donc, qui est architecte, donc gérant de l'atelier Brume Architecture, donc, situé à Liège, également enseignant à la faculté d'architecture de Liège, et aussi chargé de projets pour la gestion du patrimoine de l'université. Et donc, il va nous présenter la démarche de ses multiples casquettes, d'ailleurs, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, du réemploi et de la ferme transformation au sens un petit peu plus ouvert. Voilà, je lui cède la parole de suite. Merci. Merci, Nicolas. Ça commence, je suis ça. Ouais.
Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents aussi tardivement. On va essayer de ne pas la faire trop longue parce que je crois que la journée a déjà été assez chargée. Donc, par rapport à la thématique qui est celle d'aujourd'hui, celle de la plasticité, du caractère plastique des choses, moi j'ai un peu orienté la présentation sur, finalement sur la matière. Qu'est-ce que la matière peut quel pouvoir a la matière de donner une forme et finalement cette forme, quand on regarde les définitions du mot plastique, c'est aussi être flexible, malléable, mou, ce qui veut dire en fait, ce qui nous intéresse, c'est la relation en réalité entre la matière et la forme. Et on n'en a pas arrêté d'en parler tout à l'heure dans le projet. Finalement, si une forme donne sa forme à la matière, est-ce qu'à un moment donné, cette matière a encore une réaction par rapport à cette forme? Et donc, c'est cette plasticité et ce lien entre les deux qui va m'intéresser ici dans la présentation. Et je donne souvent, d'ailleurs, comme j'enseigne à la faculté, mais j'ai enseigné aussi à Mons préalablement, je donne souvent ces trois images à mes étudiants en leur demandant finalement quel est l'intrus. Et pour justement questionner cette question de la forme et du rapport, du lieu à la forme, mais aussi de la matière à la forme, il est évident que les étudiants les plus perspicaces pointent évidemment les vaisseaux de George Lucas, puisque ce sont les seuls en réalité qui ont une forme qui est une imposition, qui n'a absolument aucun lien technique ou technologique par rapport au lieu dans lequel ils sont. Hein. Si on doit construire dans l'espace, on n'aura jamais des vaisseaux de ce type-ci. On aura évidemment la station internationale Mir qui correspond évidemment aux contraintes du milieu, aux contraintes du site. Site certes très vaste, hein, qui est l'espace, et qu'on retrouve en fait dans une pratique qui est celle de la métavernaculaire, qui est en fait la même chose. Hein, qu'est-ce qu'on va tirer du site? En l'occurrence, quelle matière on peut tirer du site? Et c'est toutes ces contraintes finalement d'architecture qui lui donnent sens et qui lui donnent un renversement d'une certaine façon de la pratique du projet. On n'est pas là pour donner une forme, mais c'est plutôt ce qui est présent qui permet de tirer la forme des choses. Et donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est finalement comment on peut construire une image par la matière. Et donc, forcément, une image qui n'est pas imposée par l'architecte, mais qui, au contraire, est dépendant de ces contraintes, qu'on va dire, externes. Je parlerai de deux projets qui ne sont pas forcément de réemploi, mais qui traitent en fait de la même question. Le premier, en fait, je vais m'interroger sur la construction de ces deux images. Pourquoi, à un moment donné, on a, pour une infrastructure ici de la commune de Brève, l'utilisation du saule, matériau fragile, en fait, qui ne s'utilise quasiment jamais dans l'architecture. Et de l'autre côté, je m'intéresserai avec la même démarche, d'une certaine façon, au réemploi ici de bois de recyclage, de barnwood, donc des anciennes granges. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, dans deux travaux différents, donc une nouvelle construction et une rénovation d'un bâtiment moderniste des années 60, comment est-ce qu'on construit ces images d'une certaine façon par la matière? On va commencer par la commune de Brève. Donc, la commune de Brève a voulu mettre en place une petite infrastructure nature, et donc on aboutit ici à ces deux images. Et comment est-ce qu'on aboutit finalement? On le voit, hein, le site qu'elle a derrière est un site naturel. Il faut savoir que la commune de Brève est située sur un plateau, enfin non, justement, sur un fond de vallée marécageux. Et donc c'est une zone finalement très humide qui n'est pas spécialement apte à recevoir en réalité une architecture, mais voilà, sa volonté, c'est de développer autour de cette zone une activité pour relancer en fait la dynamique du village, une dynamique à la fois environnementale, mais aussi une dynamique économique, parce que c'est un enjeu pour ces petites communes situées un petit peu en dehors des périphéries de développer finalement des activités économiques dans ces petits villages. Et plutôt qu'ils essayent de développer une activité économique autour de nouvelles infrastructures avec des entreprises, des zonings, ici, la question pour la commune est de développer une infrastructure et une gestion communale autour de son environnement et de sa seule qualité, c'est d'être en zone humide. Et donc, comment on développe une activité autour de ça? Et il se fait que, qui dit zone humide, dit une végétation spécifique, et en l'occurrence le saule, qui est multiprésent sous différentes formes. On le voit ici sur le long du cours d'eau, des coupes tétales, donc ces arbres qui sont découpés, toutes les branches sont découpées pour avoir une forme un peu singulière. Et le saule est vraiment, en fait, omniprésent sur le territoire et extrêmement. Enfin, le saule est un matériau une plante à la base qui pousse très très vite, très très rapidement, et qui est une ressource presque inépuisable sur la commune. Et donc la commune a décidé
de façon très intelligente, je trouve, d'essayer de développer en fait une activité économique sur sa seule ressource, d'une certaine façon, ressource très locale. Et donc, elle a mis en place au fur et à mesure des années des ateliers de vannerie et tout un travail autour du travail du sol. Et donc, il y a ce qu'on appelle la Maison de la Meuhaigne, donc la MMER, Maison de la Meuhaigne et de l'environnement rural, qui développe au cours voilà, de l'année toute une série d'activités autour de la production, comme vous voyez ici, soit de sculptures en saule, mais aussi parfois d'éléments techniques, notamment, vous voyez ici des tressages qui servent en fait de berge pour les cours d'eau. Donc plutôt que bétonner les cours d'eau, on met un tressage de saule. Et donc cette activité, elle prend une place de plus en plus importante dans la commune. Et elle nécessite en fait progressivement un bâtiment qui lui est dédié et qui correspond en fait à ces activités. Donc, comment on aborde ça, finalement ici, le plan du bâtiment, je ne vais pas trop m'y attarder, je vais plutôt m'attarder sur le site. Comment on aborde la question d'un bâtiment comme ça, dans un lieu totalement naturel. Il n'y a pas une construction, enfin, il y a des constructions sur la périphérie du site, mais pas dans le site lui-même. Et comment, finalement, on parvient à développer une forme dans un lieu, en fait, qui n'attend pas spécialement, en réalité, ce type de projet. Et donc, la réflexion qui a été faite est une réflexion autour de la faiblesse, en fait. Comment on peut produire un bâtiment qui, d'ici 50 ans, pourra simplement quitter le site sans laisser aucune trace. Donc, c'est un bâtiment sans béton. Il n'y a absolument aucune trace de béton. C'est un bâtiment qui est sur des pilotis métalliques. C'est un bâtiment qui est en fait très léger, qui s'implante de façon très légère sur le site. Et pour développer autour de cette question de la légèreté et aussi de la spécificité de la commune, donc cette production de saule, c'est à un moment donné savoir, tiens, qu'est-ce que le saule peut amener en fait à la lecture du bâtiment et à la mise en œuvre de ce bâtiment. Et donc vous avez ici à l'avant-plan, le bâtiment à l'arrière-plan, un saule pleureur majestueux sur le côté droit, et à l'avant-plan, vous avez une oseraie, c'est-à-dire en fait une plantation en bande comme ça de saule qui, là on est en hiver, donc il y a des trabotés, mais d'ici 6 mois, vous aurez les bâtons de saule qui vont faire à peu près 2 mètres, 2,50 m de haut, et qui sont directement en fait utilisés par la maison de la Meuhaigne pour leur production de sculptures. Donc on est vraiment ici dans un rapport de localité, enfin plus local que ça, dans le rapport matière, utilisation de cette matière, c'est très difficile évidemment d'être plus proche que ça. Et donc, l'objectif a été ici de voir comment, je pense que c'est une attitude de l'auteur de projet, c'est de voir comment on peut rendre finalement, finalement tout doucement, ce savoir-faire autour du tressage de saule, comment ça peut devenir un élément d'impact sur l'image de ce bâtiment, et comment finalement les futurs utilisateurs du bâtiment vont pouvoir s'investir en fait dans leur projet. Et donc ici, avec eux, on a travaillé très longuement sur savoir quels étaient finalement les potentiels du saule, qui sont en réalité assez faibles, parce que le saule n'a pas de vertu structurelle, il a une vertu essentiellement, on l'a vu, de petits éléments. Et donc, on a essayé de voir avec eux comment produire finalement, voilà, comment on allait pouvoir l'utiliser, le transférer dans le bâtiment, histoire que le bâtiment finalement le représente et qu'il participe d'une certaine façon aussi à la construction de ce bâtiment. Et donc, on a abouti, après de multiples réflexions, à l'utilisation finalement de cet élément en bardage. Donc, des éléments, des cadres en bois, faits de saules tressés qui sont produits par la maison de la Meuhaigne elle-même, donc, et qui ont cette vertu de donner évidemment directement la patte de la maison de la Meuhaigne sur le projet, donc une appropriation qui est assez efficace. Et donc, avec un cycle qui est assez vertueux, puisque vous avez sur la coupe du site, en fait, le chemin en fait, de la matière. Donc, vous avez la matière avec ces éléments verticaux qui poussent directement à côté de la rivière, la Meuhaigne. Et en fait, le chemin de cette matière, il est très très court, comme vous le voyez. Et inversement, le saule est une matière fragile, c'est une matière qui, après 5 ans, en fait, pourrit très rapidement. Donc, c'est pas une matière, c'est une matière très fragile. Et donc, à partir de là, se pose la question, tiens, quel est l'intérêt de mettre ce type de matière? Il y a un double intérêt, en réalité. C'est que cette matière, elle va impacter la forme du projet, puisque cette matière étant uniquement un potentiel unique, on va dire, en termes de façade,
Le bâtiment va devoir protéger évidemment cette façade. Et donc ce bâtiment, je vous ai montré une première image avec une grande toiture qui dépasse, mais ce n'est pas juste un geste architectural. En fait, c'est tout un processus qui amène à un moment donné cette toiture à venir protéger le sol. Et comme elle vient protéger le sol et qu'elle en déborde, elle augmente évidemment sa longévité. Ce n'est pas que ça, c'est aussi, on est plein sud, donc il y a aussi des questions énergétiques et d'apport solaire. Enfin, il y a tout un développement, si vous voulez, de la forme de ce bâtiment à partir en fait d'un matériau qui donne sens en fait au projet. Alors il y a plein d'intérêts en réalité parce que au-delà de ça, le matériau puisqu'il est à profusion, il est gratuit. Déjà une chose, c'est produit par les personnes de la Maison de la Moyenne qui font des ateliers. Donc la production même de la matière et sa transformation est quasiment gratuite. Il faut savoir, voilà, le coût du bardage ici, c'est 8 000 €. Il y a 300 mètres carrés. Je défie de trouver 300 mètres carrés aujourd'hui de bardage à 8 000 €, c'est impossible. Et surtout, on sait bien que ce matériau va, à un moment donné, devoir être changé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la maintenance même du bâtiment va pouvoir être faite par la Maison de la Moyenne. C'est-à-dire que les coûts qui pourraient être impactés dans la vie d'un bâtiment, on sait bien qu'un bâtiment coûte plus ou moins 1% de son budget chaque année. Donc, on l'a payé 2 fois au bout de 50-100 ans. Ici, il y a tout un processus qui permet à la fois de garder finalement la main, donc il y a un savoir-faire qui se perpétue en réalité dans la mise en œuvre de ce bardage, et surtout le bardage ici qui est mis en œuvre, voilà, il peut être simplement, il y a un problème avec un panneau, on le démonte, on rechange les éléments de sol et on est reparti pour 5 ou 10 ans. Et donc avec la Maison de la Moyenne, on a, voilà, ça a été un processus assez long. Il est évident que dans ces processus, et j'en parlerai aussi pour le réemploi, la réflexion autour de tous ces éléments a forcément un temps pour l'architecte. Donc c'est clair qu'il y a du temps qui doit être passé à investir. C'est un facteur qui n'est pas inintéressant, qui n'est pas inimportant dans le projet. Et ici, voilà, on a une partie du bâtiment, c'est un local vélo. On a utilisé des branches de sol qui étaient un peu plus épaisses pour en faire en fait les barreaux, certaines protections anti-vol. C'est des questions à un moment donné qu'on émergeait avec la commune, qui voulait forcément protéger son abri vélo. Est-ce qu'on met une barre en acier? Est-ce qu'on met une barre en saule? Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que si on prend une tronçonneuse, évidemment, on peut couper. Et la commune est assez intelligente, elle dit, de toute façon, si on veut voler un vélo, on peut couper les barres, on peut faire ce qu'on veut. Donc, finalement, ce qui est plus intelligent, c'est prenons finalement de nouveau cette matière saule et faisons-en un élément, encore une fois, d'usage dans le bâtiment. Et donc, finalement, ce bâtiment, à mon sens, l'intérêt, c'est qu'il parle en réalité de la réalité du lieu et son dessin dépend intrinsèquement de sa matière. Alors, pour parler un petit peu plus réemploi, en fait, ce qui m'intéresse dans la présentation et également dans ce que je vous présenterai ensuite pour le projet de la botanique à l'USG, c'est le fait que l'esthétique des bâtiments, leurs faiblesses, leurs caractéristiques parfois de défaut, deviennent en fait un moyen de transformation du projet. Et c'est ça, à mon avis, qui fait le sens en fait des projets que je vous présente. C'est finalement, c'est pas parce qu'un matériau a des défauts, et là on rejoint évidemment le réemploi, c'est pas parce qu'un matériau a des défauts qu'il est acheté. Au contraire, ça peut être une force en fait esthétique pour le projet. Alors là, c'est la salle, les gens l'ont appelé la guinguette parce qu'à cause de ces petites ampoules, c'est 3 fois rien, c'est 36 ampoules dans l'espace. On a utilisé quelque chose qu'on voit très souvent. Comme c'est une infrastructure nature qui a de la production de sol, il n'y a absolument aucun besoin d'avoir un sol propre. Et donc, on a des matériaux ici de réemploi aussi au niveau du sol. Et on a utilisé aussi pour la périphérie du bâtiment, pour asseoir ce bâtiment quand même dans le site, parce que c'est un site qui est légèrement vallonné. Des pierres qui proviennent de la carrière du Hainaut. Donc, on a essayé de trouver une carrière qui avait la capacité à me donner de nous aider en fait à proposer un matériau qui est totalement démontable. Donc ici on a un mur qui fait 50 cm d'épaisseur qui assoit en fait l'ensemble du projet. Il faut savoir que un des grands défis des carrières du Hainaut, c'est que pour produire 1 m³ de pierre que vous voyez un peu dans tous les intérieurs, donc cette belle pierre bleue si vous allez un jour à l'université de Lyon, vous verrez tous les bâtiments sont en pierre bleue, c'est absolument magnifique. Mais pour 1 m³ de belle pierre, il y en a 4 qui sont jetés. Donc ça fait quand même, il y a un gap quand même qui est assez important. Et donc la carrière, vous voyez l'ensemble de la carrière du Hainaut. Sur le côté droit, tout à droite de l'image, vous percevrez très bien
vous avez des usines de concassage. Je ne sais pas si elles sont encore là, parce que je pense qu'il y a eu des petites modifications, mais tout un temps, il y avait des usines de concassage donc, qui reprenaient les déchets de la carrière et qui les concassaient pour faire les agrégats du béton. Mais à côté, vous voyez que sur toute la longue ligne là, qui est là-bas, ici, sur le côté gauche de l'image, vous avez en réalité tout le stock des carrières du Hainaut avec des pierres, comme vous voyez ici sur le côté gauche de l'image, qui sont là en stock, mais qui sont là parfois depuis 5, 10, même parfois plus longtemps. Et donc, il y a une discussion à un moment donné qui a été faite avec les carrières, de savoir, je me dis, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, faire quelque chose, c'est un long processus qu'on avait avec les carrières, faire quelque chose pour ce mur, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Donc, c'est à partir de ces éléments qu'on a commencé à travailler avec eux. Pour produire en fait un mur que vous avez vu tout à l'heure, on voit en phase de construction, un mur, vous voyez, qui est aussi allégé par des éléments qui les séparent pour ne pas qu'ils soient évidemment trop lourds. Alors, je parle de cet élément parce qu'à la fois, je dis, bah, en fait, en discutant, en dialoguant, il y a moyen de trouver des moyens finalement d'utiliser certains matériaux qui jusque-là ne trouvaient pas place parce que ce ne sont pas des pierres de qualité, enfin, des pierres de qualité en termes de solidité, mais ce n'est pas forcément des pierres de qualité en termes d'esthétique. Donc, comment on peut réutiliser ces pierres et leur donner finalement une certaine régularité architecturale. Mais l'envers du décor, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à s'intéresser à ces pierres, curieusement, leur prix, qui à la base était très très faible, a commencé très très rapidement à augmenter. Et donc, dans les estimatifs qui avaient été faits avec la carrière, je ne sais plus, on était, je prends un tour de 300 € le mètre cube de pierre pour réaliser ce mur. Et quand on a reçu les premières offres des entreprises, on était à 1 200 € du mètre cube. Donc, ce qui vous situe le gap. En réalité, c'est un peu le souci, parfois, enfin, moi, je parle d'expérience, peut-être que d'autres ont des expériences qui sont plus positives, mais dans le cas de sa pierre, le souci, c'est qu'à partir du moment où on commence à s'intéresser aux matériaux, bah, tout d'un coup, il y a un intérêt économique, et donc forcément, il y a toute une chaîne qui se met en route. Bon, on a fini par négocier, on est descendu à 600, mais quand même, ça fait cher pour un projet ici, qui est pour une petite maison communale qui n'en demandait pas. Voilà, donc il y a du positif évidemment et du négatif, mais voilà, je pense qu'on parlait tantôt d'expérience, d'essai, d'incertitude. Bah, les incertitudes, c'est jusqu'au bout. Et le bâtiment, finalement, d'une certaine façon, est lui-même incertain, puisque sa matière va évoluer, elle doit se transformer. Et si ça se trouve, le type de barnage qu'elle a dans 10 ans sera tout à fait autre chose, qu'ils auront décidé de tresser autrement, mais ce n'est pas grave, l'image va bouger. Et l'incertitude du projet, de l'image finale, reste présente en permanence. Donc là, j'ai beaucoup parlé de matière locale. Je vais introduire un peu une réflexion qu'on a eue au sein de l'Université de Liège avec ma collègue Françoise Marie, qui est ingénieure en technique spéciale à Domtruang, de la manière dont on pouvait rénover un bâtiment des années 60 de Roger Bastin, un architecte belge assez reconnu, on peut dire dans un courant architectural qu'on pourrait qualifier de brutaliste. Comment on rénove un bâtiment des années 60 dont la caractéristique principale est d'être en béton, et comment on améliore, parce qu'en fait l'enjeu ici c'est une rénovation énergétique, et l'enjeu d'une rénovation énergétique c'est évidemment la quantité d'isolant qui permet de diminuer les coûts d'utilisation du bâtiment, mais le vrai enjeu pour l'architecture c'est pas dans l'isolation, c'est dans l'image évidemment qu'on va donner à ce bâtiment et la transformation de cette image, puisque on sait bien que l'efficacité d'une rénovation énergétique se fait principalement par l'extérieur et d'autant plus dans le cas de ce bâtiment. Donc, je vais introduire un peu le contexte du bâtiment. Donc, construit dans les années 65-70, donc on est au Sartillement, voilà, pour ceux qui connaissent, donc on est sur un plateau au-dessus de la Meuse, vraiment au-dessus de Liège. Plateau qui en fait est une grande forêt et qui était menacé dans les années 50 d'une expropriation pour en faire un lotissement, un grand lotissement, de manière à pouvoir sauvegarder cette part, à ce poumon vert finalement de la ville de Liège. Il a été décidé d'y implanter l'université, avec pour objectif de Klaus Rebel, qui était l'architecte principal, donc le gestionnaire principal de ce projet, d'établir une communauté des hommes en communion avec la nature. Donc c'est vraiment cette idée que l'architecture doit dialoguer avec la nature, puisqu'on est en pleine forêt. Et ce dialogue, en fait, se fait certainement par essentiellement l'usage du béton. Donc la plupart des bâtiments... Non, mais je vais expliquer, vous voyez, que
Maintenant, on rigole parce que le béton, effectivement, toutes ces questions environnementales, mais à l'époque, les questions sont tout à fait différentes. Il y a une production de typologie de béton. Vous voyez ici toute une série de textures qui est absolument prodigieuse et d'une qualité inestimable en réalité. Presque pour certains, je ne suis pas certain qu'on puisse le reproduire aujourd'hui en Belgique. Et l'idée, en fait, des architectes, c'est finalement ce béton doit être très brut, il doit avoir une certaine rudesse, mais à côté de ça, l'architecture doit être extrêmement moderniste, c'est-à-dire extrêmement géométrisée. Et donc, il y a, si vous voulez, une tension permanente dans les bâtiments entre la rigueur géométrique de ces bâtiments et en même temps la force expressive de leur texture. Donc cette idée en fait de nature et de culture, hein, culture par la géométrie et nature par ce béton qui ne se laisse pas maîtriser de façon aussi évidente qu'on ne le voudrait. Et ça donne dans le cas de l'Institut de botanique dont je vais vous parler, ce bâtiment qui est d'une rudesse absolument sans nom, hein, c'est des fenêtres, des colonnes, du béton, et un béton qui est, vous voyez, avec des différences de couleurs, qui est très très brut en réalité, ça ne se perçoit pas forcément sur l'image, mais si vous allez le visiter, c'est assez clair. Et donc, c'est cette perspective-là qui fait l'essence du bâtiment. Et donc, bâtiment qui aussi, et ça c'est très clair, influencé à l'époque par Le Corbusier, qui, une dizaine d'années auparavant, a conçu le couvent de la Tourette, que vous connaissez certainement du côté de Lyon, avec notamment cette production-là de Yannick Xenakis pour l'espace de repas pour les moines. Et donc, caractéristique du projet de Le Corbusier, évidemment, qui est, pour ceux qui l'ont visité, d'être un béton, alors plus que brut, hein, il est même mal fait, tellement mal fait que les moines se sont inquiétés à un moment donné, ils ont appelé Le Corbusier, qui à l'époque était à Chandigarh, donc c'est une capitale, voilà. Il pourrait être présent, mais non, il est dans un projet encore plus important, donc il revient sur site. Et en fait, sa réponse est absolument magnifique et en mettant pleine de culot, se dire, ok, c'est vrai, le béton n'est pas très bien fait, mais c'est pas grave, puisque c'est par ici la main de l'homme est passée. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce sigle-là. Donc, l'idée de Le Corbusier, finalement, c'est que, de nouveau, la géométrie du bâtiment qui est omniprésente sur le site est évidemment mangée d'une certaine façon, la rudesse de ce béton, qui fait de nouveau la caractéristique nature-culture et qui montre finalement que dans une construction humaine, il y a forcément des défauts et que ces défauts participent de l'esthétique et du brutalisme de ce bâtiment. Alors, l'influence est très claire chez Bastin, hein, puisqu'on retrouve dans les dessins de Bastin, tous ces dessins que vous voyez, ce sont des dessins pour l'Institut de botanique, pour lequel j'ai replacé ici une petite photo que j'ai trouvée sur Internet du projet de Xenakis à Tourette, et on voit très très bien la cohérence en fait de tout ça. Donc on est certain, si vous voulez, de cette cohérence nature-culture sur le bâtiment qui est très très fort. Je vais passer ici. Et qu'on retrouve évidemment aussi à l'intérieur ce béton qui est omniprésent. Alors, malheureusement, comme dans la plupart des projets de cette époque-là, qui sont, enfin, moi je trouve d'une beauté admirable, mais j'admets qu'au premier regard, ce n'est pas forcément toujours évident, c'est qu'ils ont perdu progressivement ce regard un peu empathique de l'époque sur ce type d'architecture, et qu'au fur et à mesure des années, le bâtiment s'est délité, on l'a laissé à l'abandon. Il ne suffit pas grand-chose pour que le bâtiment commence à péricliter. Et on voit surtout beaucoup de problèmes au niveau des bétons. À l'époque, on n'avait pas encore peut-être la connaissance suffisante sur l'enrobage des bétons. Donc on a des bétons ici qui sont enrobés, dont les bases sont enrobées de 2 cm. On sait bien qu'aujourd'hui, on est plutôt à 3, voire 4. Et donc, on a beaucoup d'épaufrures de béton. Et donc, le grand malheur de ce bâtiment, c'est d'avoir été, à un moment donné, dans les années 90, complètement peint. Et donc là, vous avez la texture du initial et puis la texture une fois peint, vous avez perdu en fait quasiment la majorité de l'esthétique de ce bâtiment. D'autant que la peinture qui a été mise est une peinture qui est très très épaisse pour empêcher que l'eau ne pénètre évidemment au-delà du film de peinture, ce qui fait que toute la texture du béton, qui est un béton banché avec des éléments de bois, parce que ça n'en est pas encore parlé, mais ce sont des planches de bois qui impriment évidemment le coffrage du béton. Donc toute cette texture a disparu et comble pour le bâtiment, la mise en peinture a augmenté encore en fait les problématiques du béton parce que la peinture n'était pas suffisamment étanche, donc il y a eu un passage d'humidité qui en plus était prise plus ou moins entre la peinture et le béton, et donc en fait le bâtiment est un petit peu parti en vrille. L'autre caractéristique du béton et qui nous concerne évidemment directement, c'est la question climatique et environnementale. C'est qu'à l'époque, l'isolant, c'est très, très limité. Le seul isolant qu'on a sur le bâtiment, c'est un bloc de terre cuite qui est de 10 cm, qui est à l'intérieur du bâtiment.
mais en réalité, toute la structure, et vous voyez ici le rapport du sol du bâtiment avec ses murs sont en fait en continuité totale entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, le bâtiment est plus du type radiateur, on va dire, que du type protecteur, avec des détails architecturaux qui sont certes très fins, très intéressants, mais qui posent beaucoup de questions, évidemment, sur les problématiques d'aujourd'hui. Il faut savoir que l'université a 1 million de mètres carrés à gérer, qu'on a en fait que des bâtiments de cet ordre-là, et que la question de la consommation, et on le voit encore un peu plus depuis cette année, est devenue une question vraiment centrale pour les budgets de l'université. Et donc la question qui nous occupe, c'est comment on intervient sur ce bâtiment. Alors c'est vrai qu'à la base, intervenir par l'intérieur ont été plus malins, ont été par rapport à l'esthétique du bâtiment, mais vu qu'il de toute façon, il a été repeint, qu'on a perdu la majorité de son esthétique, la question ne se pose même plus. On a déjà perdu en fait le bâtiment et essayer de sabler une peinture en fait ne fait que perdre en fait toute cette empreinte du bois qui est à l'arrière. Et donc l'objectif a été ici voilà, on dit on va isoler par l'extérieur, tant pis, mais qu'est-ce qu'on va remettre comme revêtement à ce bâtiment dont la caractéristique principale est d'avoir un béton extrêmement brut, imparfait d'une certaine façon, qui contraste avec les caractéristiques géométriques du bâtiment. Alors, trouver aujourd'hui un matériau imparfait, c'est pas forcément une évidence. Quand on fait du béton, on sait qu'il soit propre. Quand on fait du crépi, on sait qu'il soit propre. Quand on met du trespas, ne parlons pas de la qualité propre du trespas, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre sur ce bâtiment? Et donc, c'est pour ça que je vous parle ici du réemploi, parce que ce qui nous intéressait en réalité, c'était non pas une matière que l'on maîtrisait, mais une matière que l'on ne maîtrisait pas. C'est-à-dire qu'on ne voulait absolument pas que le projet soit avec une matière dont on aurait pu dessiner l'image préalablement. Alors, c'est évident qu'on a évidemment dessiné quelques images pour se rendre compte de la chose, mais très rapidement, on s'est orienté vers le matériau de réemploi. Pourquoi? Parce que ce sont des matériaux qui, intrinsèquement, ont déjà une patine, sont déjà vieillis, ont déjà des défauts, et que ces défauts, d'une certaine façon, c'était leur qualité. Et donc, c'est ce regard sur le défaut, de nouveau, comme on l'a eu pour le sol, qui nous intéressait de telle façon à ce que celui-ci traduise, en fait, porte l'image du bâtiment. Et le point, pourquoi? Parce que progressivement, on s'est dit, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas ces planches de coffrage, en réalité, qui ont servi au béton? Et donc, l'idée de base, c'était de se dire, on va travailler, on va refaire l'image du coffrage qu'on va remettre à l'avant. Et puis, finalement, c'est encore une image, en réalité. On ne va jamais pouvoir refaire l'image du coffrage, ça n'a aucun sens. Et progressivement, on est arrivé à une question de texture, tout simplement. Et à utiliser le bois de telle façon à ce que il nous montre sa texture et qu'il nous montre la rudesse de sa texture. Et pour pouvoir arriver à ça, c'est comment on utilise une matière qui vient en fait, donc là on s'est orienté tout doucement vers des planches de bois issues du réemploi d'anciennes granges, donc le barnwood, pour produire non pas des images comme ceci, mais plutôt des images comme ceci, où le bois finalement est utilisé de la façon la plus logique possible. Donc on ne travaille pas pour une question de remettre une image sur le bâtiment, on travaille sur savoir, ce bois, comment est-ce qu'on va le mettre, si on devait le mettre de façon cohérente et logique par rapport à ce qu'il veut. On a parlé tout à l'heure de Louis Idorken. Quel est l'ordre de la matière? En réalité, donc sur le prototype, on a prévu comme ça. C'est bien que du bois qui est ajouré, forcément, il vieillit mieux, parce qu'il est mieux ventilé. À la verticale, il reçoit moins l'eau, donc forcément, il vieillit mieux aussi. Et donc, en fait, toute la logique a été de se dire, voilà, on a des planches de réemploi et on va essayer de les placer de la façon la plus cohérente possible. Donc, on retrouve nos trois images ici, le béton avant, le béton peint, puis l'image du bois. Donc, on a une nouvelle image sur le bâtiment, mais qui ne raconte pas totalement l'esthétique préalable, mais qui raconte quand même une histoire de texture, une histoire d'empreinte du bois, qui raconte aussi une forme d'imperfection pour arriver à me donner à ceci. Donc ça, c'est l'image qu'on a produite en définitive, qui est une image parmi d'autres. En réalité, le bâtiment, voilà, il y a ceci. Il y a ceci, avec ce rapport évidemment avec la forêt, puisque le projet est en plein milieu de la forêt. Donc, je vais passer un petit peu, voilà, un peu idyllique, un peu poétique comme ça. On est en plein automne. Le photographe a bien pris sa photo. Et on aboutit à cette image d'un parement qui est en fait qui bouge encore aujourd'hui. C'est un parement qui là
brun clair. Si vous allez aujourd'hui, il est parfaitement gris. Et donc, c'est un matériau qui évolue en permanence. Et le matériau, vous voyez, on n'a pas cherché à avoir une taille uniforme. C'est quelque chose qui est venu de façon assez... Enfin, c'est venu sur chantier comme ça. Et on a travaillé la matière en se disant, ben, finalement, c'est ça qui allait donner la caractéristique du projet. Alors, ça inverse, évidemment, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, ça inverse la méthode de projet, puisqu'on part de la matière pour arriver finalement à une image du bâtiment, et pas l'inverse. Et ça demande, puisque c'est un marché public, et on en a parlé beaucoup sur les notions d'incertitude, et Jean-Philippe Poisson en a parlé aussi, la question du cahier de charge. Quelle latitude on peut laisser dans un cahier de charge? Et ça a été un gros enjeu dans le cadre de marché public avec des entreprises. Il faut savoir qu'à l'Université de Liège, on a à peu près tout le temps les mêmes entreprises, donc ils ont un petit peu leur bureau presque à Liège, donc c'est un peu difficile de changer les mentalités. Donc comment on arrive à changer les mentalités au niveau du cahier de charge? Et tout ça, il ne faut pas s'en cacher avec une augmentation du travail de l'auteur de projet qui est quand même assez conséquente. Et avec, au niveau du chantier, quand même, beaucoup d'investissement aussi, toujours de la part de l'auteur de projet, parce que le point de départ des entreprises, c'est toujours le même, scepticisme de l'entreprise. On n'aura quand même pas mettre du bois, on n'a pas les normes, c'est pas possible, ça n'ira pas, on n'aura pas les garanties, les assurances, et en fait, il y a tout un travail, je ne vais pas dire d'éducation parce que ce serait un peu rabaissant, mais tout un travail en tout cas de sensibilisation pour pouvoir convaincre des entreprises à travailler. Finalement, elles ont joué le jeu, même si, évidemment, on avait fait un cahier de charge aussi qui libérait un petit peu, on prenait une part de responsabilité sur nous, parce qu'on n'attendait pas que le bois suive parfaitement la norme, évidemment. Mais il se fait que là où on pourrait se dire c'est du bois de réemploi, moi j'attire un peu l'attention sur ces aspects-là, mais c'est du bois de réemploi, ça va être moins cher, etc. En fait, pas du tout. À la soumission, c'est 50 plus cher, et à la réalisation, quand les entreprises ont fait leur bilan global, on est parfois 50% à 100% plus cher que si on avait utilisé du bois tout à fait neuf. Donc c'est ce qui pose quand même des questions par rapport à ces coûts réels. Qui, à mon avis, sont dus en partie aussi par la prise de risque de l'entreprise. Alors, j'aurais mis cette petite photo ici de Pacheté, parce que quand on a fait ce prototype de bois de réemploi, on avait commandé ça à une entreprise locale. Il avait reçu ces bois qui venaient d'un sourcier bruxellois. Et il avait mis, voilà, les bois avaient été déposés dans l'atelier. Et à un moment donné, au moment de commencer à réaliser le prototype, en fait, les bois avaient disparu. Et il les a retrouvés dans la benne, dans le fond de l'entreprise, parce que les ouvriers avaient vu le bois, ils avaient dit, bah, c'est du bois, clac, poubelle. Et donc, il est allé le rechercher dans la benne, il disait, mais non, on va faire quelque chose avec ça. Vous êtes sûr? Oui, on va faire quelque chose avec ça. Et finalement, on n'y est pas revenu. C'est-à-dire que l'opération, c'est un peu la problématique de cette opération, c'est qu'on parle de 2600 mètres carrés de bois, ce qui veut dire que les enjeux économiques sont quand même assez conséquents. Et donc forcément, dès qu'on est sur un petit projet, je pense que ces questions-là ne se posent pas tellement, mais sur des projets de plus grande ampleur comme celle-ci, ben, ça pose en fait beaucoup de questions à l'entreprise et même pour nous, hein, on prend des risques. Il faut dire que on est soutenu par enfin, moi, dans ce cadre de ce projet-là, on est au sein de l'Université de Liège, qui est notre garant, si vous voulez, responsable. Ce n'est pas la même chose si on est tout seul comme architecte à être responsable de l'entièreté de ce projet. Donc, je pense qu'il y a aussi des questions qui se posent autour de l'entourage des architectes et de la responsabilisation des architectes autour de ça. L'autre grosse question de ce projet, c'est la durabilité réelle en réalité du projet, parce que alors, nous, on s'est lancé là-dedans parce qu'il y avait des questions patrimoniales, esthétiques, etc. Mais derrière ça, il y a des normes pompiers qui exigent une réactivité au feu des matériaux. Donc, les bois ici ont tous reçu une dose de booster anti-incendie qui est absolument incroyable, avec une couverture en téflon pour empêcher ce bois de brûler, tout simplement. Donc, ça pose quand même des questions environnementales qui sont assez... Bon. Maintenant, que ce soit du bois de réemploi ou pas, ça ne change rien. C'est du bois. Donc, à partir du moment où c'est du bois, il ne peut pas brûler, en fait, pour des bâtiments publics qui sont ici, on est en bâtiment moyen. L'autre grosse question qu'on s'est posée, en fait, pendant le chantier, c'est qu'on voyait des lots arriver de 200 mètres carrés. Et à un moment donné, on n'en a plus eu, en fait, tout simplement parce que là, il y avait rupture de stock en Belgique. Alors, on a commencé en fait à se poser des questions un peu plus larges. Donc, en fait, c'est un bois qui est acheté par l'entreprise, qui elle-même l'achète à un revendeur de bois qui est liégeois, qui elle-même va le chercher en Autriche, qui elle-même va le chercher en Roumanie. Donc, c'est un bois qui a fait déjà à peu près le tour de l'Europe et dont on ne sait pas très bien en fait comment il a été sourcé en Roumanie, en l'occurrence. Je crois que c'est Roumanie
Oui, Roumanie, je pense que c'est ce qu'on a eu comme information. Et donc, en réalité, ce qu'on ne sait pas, c'est vu la quantité de bois qu'on a demandé, je ne sais pas combien de fermes ça peut représenter, mais si ça se trouve, on a détruit un paysage en réalité quelque part. Et donc ça pose des questions de la source en réalité. Alors, on aurait dû faire ce travail à la base. Je reconnais qu'on l'a découvert en fait. C'est un premier projet qu'on essaie comme ça. Mais ça pose la question vraiment de la durabilité réelle de l'opération, parce que c'est peut-être bien de faire du réemploi, mais si à côté de ça, on a détruit un paysage et qu'à la place de ces fermes en bois, on a construit des fermes en acier, bah, en réalité, on a rien gagné. Donc ça pose beaucoup de questions et pour lesquelles on n'a pas forcément les réponses. Maintenant, je dirais que pour revenir à la question du réemploi et de l'intérêt finalement d'une esthétique peut-être un peu brute, c'est que dans le cas d'une rénovation, plutôt que d'apposer au bâtiment un matériau qui serait tout neuf, flambant neuf, qui s'appelle le lifting comme ça du bâtiment, ici le bâtiment garde une certaine patine en réalité. C'est un bâtiment qui a déjà 60 ans, et le revêtement qu'on lui a mis ne trahit pas, en fait, d'une certaine façon, comme on va dire, l'âge de ce bâtiment. Et donc, moi, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose là-bas d'assez intéressant. On n'est pas dans du lifting pur, on est dans quelque chose qui continue de laisser finalement au bâtiment un peu la dignité de son âge, d'une certaine façon. Et on a bien reçu ça de la part des utilisateurs qui en fait, départ est un peu sceptique, mais à la fin, en réalité, il y a une espèce d'empathie qui s'est mise sur ce bâtiment que moi, je vois en fait dans cette patine qui est déjà là. Et finalement, l'entreprise nous a remercié d'une certaine façon, a fait sa carte de vœux avec notre bâtiment. Enfin, j'étais très content parce que, a priori, ils mettent leur dernière promotion immobilière. Et cette année-là, ils ont mis le bâtiment pour lequel, à la base, ils voulaient, enfin, c'était pas très chaud de le réaliser comme on l'avait prévu, avec cette petite phrase de plaisir de notre chantier. Donc, ça veut dire que le message est quand même bien passé. Maintenant, par rapport au réemploi, je pense que je vous montre cette opération et les liens finalement entre l'esthétique, la forme, ce qui donne forme au bâtiment. Mais pour moi, l'essentiel du projet en réalité ici, c'est pas tellement dans le réemploi de ce matériau, c'est plutôt dans le fait qu'on a réutilisé le bâtiment. Je l'ai entendu tout à l'heure dans les conférences, c'est que le premier acte de réemploi, c'est en fait réutiliser le bâtiment. C'est quand même ce qui fait l'essence. Et dans l'ensemble du projet, on a essayé, dès qu'on avait un matériau qu'on pouvait récupérer, de le remettre en place. Et c'est là qu'on se rend compte que tout ce qui est source de matériaux directement sur site, réemployé sur site, en gros, là, on a une opération économique extrêmement importante. Toutes les opérations qu'on a fait là-bas, donc on parle de 300 mètres carrés de bardage métallique qui sont en toiture, que vous ne voyez pas sur les photos, de 150 à 200 mètres carrés de dalles de sol en béton. Là, on a eu un gain, par exemple, de 20 à 30% par rapport à l'achat de nouveaux matériaux. Donc, il y a vraiment quelque chose là-bas. C'est la question, je crois que c'est pour ça qu'il y a des conférences. C'est pas terminé, évidemment. Il y a beaucoup de questions qui se posent encore. Mais voilà, moi, je voulais simplement partager ici deux projets qui traitent, à mon sens, de la même chose, avec des matériaux faibles ou à défaut, et comment cette faiblesse peut devenir un acte de projet, on va dire. Voilà, merci pour votre attention. Alors, on reste un petit peu, ouais, le temps qu'on switch la présentation, on va prendre quand même une ou deux questions si dans le public. Et puis après, on passe par l'autre présentation et on refera, si on a le temps, une petite table ronde de discussion avec vous deux, avec les deux intervenants. S'il y a des petites questions. Merci pour cette présentation, super projet, félicitations. Petite question par rapport justement au budget et au fait que le coût du bardage, qui est quand même une enveloppe très importante en surface sur le projet, et donc une grosse partie du budget, j'imagine, global, augmente de 50% aux soumissions et encore de 50% pour la mise en œuvre, c'est ça que j'ai compris, donc sur la facture finale du client, plus 100%. C'est-à-dire qu'entre l'estimatif et la soumission, il y a une augmentation, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais le coût réel pour l'entreprise, qui ne peut pas être impacté parce que lui a réussi, il est supérieur.
Voilà. Ouais, c'est pas 50% pour tout, hein. Voilà, c'est fluctuant, mais on a des parties. Et comment ça se passe justement avec le client dans ce cadre-là, puisqu'il y a un choix qui a été établi d'utiliser un matériau recyclé, réutilisé en se disant ben, on va probablement peut-être avoir en tout cas on a une patine. Ça c'est l'esthétique, c'est concept pour la vie, pour le truc sympa du bâtiment et l'insérer dans son site, lui donner déjà une image forte. Mais à côté de ça, c'est le côté vendeur pour le client. Mais quand ça coûte plus cher, comment est-ce qu'on le vend, comment est-ce qu'on le défend, en plus ça monte. Alors, c'est un projet quand même qui n'est pas que du bardage. Il y a toute la question de l'isolation, la rénovation de l'électricité, du chauffage. Il y a tout un package. Et donc, le bois ne représente ici dans le projet que 5 à 10%. Et donc, ça veut dire que nous, par rapport à notre estimatif, en fait, le coût de soumission était exactement dans notre estimatif. Les budgets n'étaient pas mis au même endroit, mais le coût global, si ce n'était qu'un coût, enfin, si on sortait ça du lot, évidemment, là, Mais alors, ce qui est très curieux, c'est que on a eu 3 entreprises qui ont mis le prix, et on avait, pardon, voilà, on avait 3 entreprises qui ont mis le prix, et il y avait 2 entreprises pour lesquelles la structure portante était plus chère que le partage, et l'autre, c'était exactement l'inverse, et l'ensemble faisait le même prix. Et donc, il y a manifestement des questions qui se posent aussi enfin, voilà, c'est un projet qui date quand même d'il y a 5-6 ans. Peut-être que les pratiques ont un peu évolué. Merci pour la présentation de ce très beau projet. Moi, une différence importante que j'observe entre les deux, c'est que dans le premier cas, c'est le maître d'ouvrage qui a fourni les matériaux. Et dans le deuxième cas, si j'ai bien compris, c'est l'entreprise qui a été chargée de la fourniture de ces matériaux et de l'achat au fur et à mesure. Et donc ma question, c'est est-ce que, suite à ce retour d'expérience, vous n'auriez pas l'envie de faire acheter le matériau directement par le maître d'ouvrage qui le fournit aux entreprises? Ouais, ça j'entends bien. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est à l'université, donc un marché public pour tout. Et l'université n'a pas d'espace de stockage. En réalité, c'est pas son job d'acheter des matériaux, de les stocker en vue de les réutiliser par après. Et donc ça, c'est un enjeu pour l'université en réalité. Et c'est un enjeu à la fois spatial, parce qu'il y a ces espaces qui doivent être produits, mais c'est aussi un enjeu économique, un enjeu juridique. Enfin, le problème, c'est que c'est une lasagne. Enfin, je dis, voilà, pour les services de l'université ici pour l'architecture, c'est 100 personnes en gestion, et je ne compte pas toute la gestion juridique de l'ensemble. Et c'est un monstre à déplacer. Donc, c'est pas si évident que ça. Voilà. Mais ça pourrait être une logique, effectivement. D'autant plus qu'on est dans la forêt. On a essayé à un moment donné de se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait utiliser finalement du bois qui provient directement de la forêt, puisqu'on a des coupes régulières, on vend du bois en fait dans la forêt du Sartènement. Mais c'est d'une complexité sans nom pour l'université, parce qu'elle doit garder son bois, le faire scier, le stocker quelque part, le faire sécher, puis en fait, on n'a pas la pratique pour l'instant pour faire ça. Merci. Merci Michel. On peut l'applaudir. On va passer suite à la deuxième présentation donc, de ce soir, toujours dans la même thématique évidemment, et dans des pratiques aussi sur ces questions de matérialité, de faible transformation et de lien aussi de cette transformation à l'usage. Et donc, je vais passer la parole à Mathieu Delas du bureau Carbone, qui est aussi... J'ai lu la petite présentation qui est aussi, enfin, comment tu dis? Apprenti vigneron également. Et donc, voilà, je te passe la parole si tu veux bien tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, je n'étais pas là aujourd'hui, donc je ne vais pas faire plein de liens avec les présentations de la journée, mais en tout cas, avec la précédente, il y en a quelques-uns à faire, parce qu'on va effectivement beaucoup parler de matière. Donc voilà, je suis coopérateur au sein du
du bureau d'architecture carbone. On est situé à Bruxelles et pour bien comprendre d'où vient et dans quel contexte on a réalisé le projet dont je vais vous parler, je vais présenter en quelques lignes le bureau. Donc, on est une structure coopérative à peu près de 18 architectes qui, à Bruxelles et ailleurs, produit des projets de beaucoup d'échelles très différentes. Donc, dans des plus petits projets, comme on a tendance à... il y a un petit truc qui est caché. D'accord. Donc, des projets de rénovation, des plus petits projets de construction, des projets d'aménagement public, des projets de plus grande ampleur, des rénovations de logements sociaux pour la Société de logement de la région bruxelloise. Et donc, on fait ce qu'on a tendance à dire un grand écart entre des projets d'échelle très, très variées et très différentes. Et donc, au sein de ces projets, on va retrouver des notions d'usage, mais aussi des notions liées à la matière, à l'environnement, à notre impact environnemental. Et toutes ces questions-là imprègnent la réflexion dans les différents projets du bureau. Voilà. Alors, ce qui est important aussi dans la dynamique du projet, c'est que les petits projets nous permettent d'expérimenter des choses qu'on va pouvoir appliquer, peut-être pas dans des plus gros projets, mais en tout cas dans des projets publics. Donc ici, le projet de gauche, qui est une maison à Bruxelles dans laquelle c'était notre première expérience de mise en œuvre du béton de chambre chaud, tant au niveau des sols que des murs. Après, on a fait à quelques projets privés aussi où on continue à expérimenter ce projet, nous a permis après de mettre en œuvre du béton de chambre chaud dans 2 maisons de la cité moderne à Berkem-Saint-Agathe à Bruxelles. Donc c'est du logement social, c'est des bâtiments qui sont classés, qui ont des spécificités bien particulières liées à leur béton, qui est un béton cendré, qui est très léger, et qui nous permet en fait de pousser l'usage de ce matériau-là et d'en tirer la quintessence. Donc il y a à chaque fois un passage de l'un à l'autre, parce que dans des projets publics, quand on n'a pas pu expérimenter avant et qu'on n'a pas de recul, c'est très difficile de faire valoir des matériaux qui maintenant sont peut-être un petit peu moins nouveaux, mais qui, au moment de faire ces projets et de répondre aux différents appels d'offres, étaient encore très peu utilisés dans les projets. Donc, je vais vous parler maintenant du projet BRIC. Alors, le petit nom comique, c'est que ça s'est avéré un joyeux bricolage et vous verrez à quel point on a beaucoup bricolé dans le cadre de ce projet. Donc, le projet BRIC, c'est, avec mon anglais qui est super, donc Build Reversible in Conception, un petit projet développé par l'EFP à Bruxelles, qui a un centre de formation en alternance. Donc, c'est les centres où les élèves travaillent 4 jours chez un maître de stage, je pense, et passent une journée à l'école pour apprendre un métier. Alors, dans ce cas-ci, c'est une école où il y a pas mal de métiers de la construction. Il y a des charpentiers, des électriciens, des plombiers, des maçons, mais aussi ils font la pâtisserie. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et ils ont répondu donc ici, c'est une petite photo des différentes ambiances dans l'atelier qui montre que c'est un projet qui a été conçu pour sensibiliser les étudiants à la circularité. Et ça s'est fait dans le cadre du projet BAMB, qui est un projet européen qui a permis de subsidier quelques projets à Bruxelles et beaucoup de projets partout en Europe, de façon à tirer les leçons de différentes expériences qui sont vraiment très, très différentes. Et donc, de réunir à certains moments, il y a eu un symposium à Bruxelles qui réunissait tous les projets qui avaient été intégrés dans ce projet-là. Donc, c'était aussi l'occasion de pas mal de rencontres intéressantes et de comprendre un peu comment les autres bureaux pouvaient penser. Donc, nous, on est arrivé dans le projet BRIC d'une façon un peu particulière. On est arrivé à ce moment-là. Donc, il y avait déjà un premier bâtiment.
ce bâtiment avait été conçu pour pouvoir être facilement démonté et reconstruit sous une nouvelle forme. C'était tout l'enjeu du projet, c'était comment on conçoit un projet qui puisse être démonté et reconstruit, et dans l'idée de faire ça chaque année. Donc ça, c'était après la première année, et puis on lançait un appel d'offres pour le BRIC 2 et le BRIC 3. Donc nous, on est arrivé dans le cadre du BRIC 2, et en toute honnêteté, on s'est dit en fait, de la circularité, on en fait, mais il nous faut une référence à faire valoir pour les marchés publics. Donc il y avait un intérêt un petit peu vénal de notre côté. On s'est dit, voilà, c'est un petit projet, on va clairement pas gagner notre vie là-dessus, mais il faut qu'on le fasse. Et donc, ça, on est toujours dans le BRIC 1, donc c'est le projet tel qu'on l'a trouvé au moment d'arriver. Il y a des petites images qui c'est pas très bien. Donc voilà, on répond à cet appel d'offres en mettant toute notre énergie, comme on peut le faire. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, on met vraiment tout ce qu'on a envie de mettre dans le projet et on y va plein pot. Et donc nous voilà sélectionnés pour démarrer cette nouvelle aventure. Et donc comme dans tous les projets, on a une façon d'aborder qui est pleine de bon sens, mais qui est d'abord de comprendre là où on met les pieds. Donc on avait reçu des documents, c'était souvent peu préhensible, et donc il a d'abord fallu bien comprendre et décortiquer le bâtiment existant pour pouvoir à un moment proposer une solution qui nous paraissait pertinente pour les secondes vies du projet. Et donc ce bâtiment, il est construit, il a été développé avec différents éléments. Ah, c'est ça. C'est ça. Je vais pouvoir peut-être. C'est vrai, il n'y a pas, vous n'avez pas un bon tape. Et donc, ce projet a été développé par l'école, pas spécialement avec les étudiants, c'est plutôt les professeurs charpentiers ou en menuiserie qui ont réfléchi à la façon de le construire. Ils se sont basés aussi, vous le verrez, beaucoup sur sur des appuis de certaines entreprises qui voulaient valoriser leurs produits dans le brick, et donc ils ont fait avec ce qu'ils recevaient pour développer ce projet. Donc ici, l'élément le plus fondamental, et d'où le brick tient un petit peu son nom, c'est ces caissons en ESB qui sont conçus pour s'empiler, pour être porteurs, assez légers, faciles à manutentionner. Et donc ici, on a un exemple de mise en œuvre de ces différents caissons. Donc, il y a toute une structure en OSB, enfin un panneau OSB à l'extérieur, une poutre TJI qui fait lame, et puis un système d'emboîtement et un panneau pare-pluie à l'extérieur. Donc, on a tout un système qui permet de construire progressivement le bâtiment, qui petit à petit prend la forme finale, et ensuite dans lequel on commence à faire des trous de vent partout, et l'objectif de ces caissons vides, c'est d'insuffler de la cellulose à l'intérieur des caissons. Et donc il y a tout ce travail de mise en œuvre, et puis après d'insufflation qui est assez compliqué. Après, il faut toujours avoir en tête que l'enjeu, c'est le démontage. Donc, le montage, là, paraît très facile, et après, on va un petit peu envisager le démontage de ces différents éléments. Ensuite, à l'intérieur du bâtiment, ils ont construit des colonnes en bois. C'est des colonnes moisées, faites de 4 poteaux qui sont reliés par une pièce de bois en ultra lame. Donc, c'est une pièce un peu comme du multiplex, mais beaucoup plus gros, qui sert de poutre d'éléments de structure, un petit peu comme du lamellé-collé. Pour la peau du bâtiment, ils se sont fait aider par la firme Rockwool, qui vend des panneaux Rockpanel. Et donc, ils ont reçu un lot de panneaux Rockpanel à valoriser dans le bâtiment. Donc, c'est des panneaux en laine de roche compressée, sur lesquels on vient poser une feuille de stratifié pour lui donner l'esthétique qui est figée, et là qui ne bougera pas, un peu comme les panneaux Trespa dont on parlait tout à l'heure.
Et à l'intérieur, vous le verrez plus tard, ils ont eu la très bonne idée d'enduire ces caissons, enfin de placer une natte de roseau sur les caissons pour pouvoir les enduire avec de l'argile. Donc ça, c'est au moment du démontage déjà, où on voit que cet enduit qui a été mis en œuvre sur les murs a pu être retiré relativement facilement. Donc ça, c'est après démontage, l'argile est placée dans les big bags et on retrouve les murs presque nus. Alors, ils ont mis aussi en œuvre des briques de terre crue, c'était des briques d'Argibat, qui est maintenant une entreprise qui a arrêté sa production de briques, mais qui a produit pendant un certain temps des briques de terre crue. Donc, voilà, ils ont eu l'occasion d'expérimenter avec leurs élèves la mise en œuvre de ces briques. Ah, j'ai fait un petit... Ah non, mais ça, c'est... Je pensais avoir fait un mélange. Et donc ça, c'est le moment du démontage de l'enduit sur ces briques, où en fait, on pourrait croire que les deux vont se lier de façon très très homogène, mais ça se passe plutôt bien. Et évidemment, ce bâtiment, il est construit aussi avec des châssis, et donc on le voit en plan, on le voit en photo, ils ont calpiné la largeur des châssis sur la largeur des caissons, ce qui évidemment fige assez fort l'image du bâtiment et à certains moments, ou des petites fenêtres, ou des éléments qui vont être verticaux pour amener un maximum de lumière. Et on retrouve aussi les fameuses colonnes dont je parlais tout à l'heure, qui à certains moments sont beaucoup plus élancées. Parfois il veut, parfois il veut pas. Donc là encore, on est au moment du démontage des châssis, où on voit bien à quel point ils se sont calés sur la largeur des caissons. Et donc, j'ai abordé petit à petit le démontage. Au moment du démontage, ils ont développé, ils ont fait, ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est les porteurs de projet au niveau de l'EFP, un magnifique tableau qui recense tous les matériaux avec un petit code barre qui permettait de pouvoir tout retrouver, tout recenser et savoir exactement ce qu'ils avaient. Ils ont fait ça avec les vis aussi. Hein. Donc ils avaient des caisses de vis où il y avait tout. Donc, ça se révèle un travail intéressant, mais drôlement fastidieux. Et puis, le démontage, c'est important, mais il fallait aussi pouvoir stocker. Et donc, heureusement, ils avaient un petit peu de place. Donc là, ils ont loué un chapiteau pour pouvoir louer pendant toute la période de démontage, pour pouvoir imposer pendant toute la période de démontage les différents éléments. Ce que dit pas la petite histoire, c'est qu'ils n'ont pas pu tout mettre dedans et donc ils ont entreposé des bois à l'extérieur, bois qu'ils n'ont pas pu réutiliser parce qu'avec l'humidité, avec la pluie, etc., ils ont complètement torché. Et donc l'importance du stockage est vraiment fondamentale quand on cherche à réutiliser un maximum de matériaux. Donc nous, on intervient à ce moment-là, de dire voilà, on a démonté, on a cette quantité de matériaux sous la main, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le valoriser et comment on va pouvoir donner une nouvelle image à ce bâtiment. Donc, vous l'avez vu, le bâtiment existant, enfin le bâtiment qui avait été fait, il avait une petite toiture en pente. Donc, on s'est amusé à construire une très grande maquette où on a fait fabriquer en fait ces petites briques en bois qui, à l'échelle du 10e, représentent ces caissons qu'ils utilisaient de façon à pouvoir commencer à reconstruire un nouveau bâtiment et voir un petit peu ce qu'on pouvait en faire, en sachant qu'il y avait une donnée, c'est qu'on ne pouvait pas refaire la dalle de sol. Donc la dalle de sol était le point de départ du nouveau bâtiment. On devait reconstruire quelque chose de nouveau avec. Et donc, une des premières analyses, c'était de se dire, en fin de compte, ils ont fait une toiture en pente, ce qui est profondément absurde par rapport à un bâtiment où on a des caissons qui ont une donnée, enfin, qui ont une dimension donnée, et dès lors qu'on va commencer à les couper pour faire une toiture en pente, on les condamne, on ne peut pas les réutiliser. Et donc ça, c'était une première chose, de dire, en fait, on va simplement utiliser ces caissons de la façon la plus simple possible, sans les recouper, et en travaillant avec une toiture plate. Donc ça, c'est les différentes photos de la maquette qui donnent un peu une idée de l'échelle. Alors, on a fait cette maquette aussi, donc il y a tout un caractère pédagogique au projet qui nous
pour nous, était vraiment très, très important, qui nous a permis d'expliquer le projet tant aux professeurs qu'aux étudiants. Les professeurs se sont vraiment appropriés la maquette. Il y a pas mal de moments où on venait et la maquette était complètement démontée, ils avaient commencé à chipoter avec, ils avaient montré les choses. Donc là, c'est vrai que c'est des belles photos prises par une photographe spécialement pour l'occasion, mais c'est une maquette qui a drôlement vécu et qui a été utilisée à des fins très, très, très amusantes. Alors, on avait adossé à toute cette réflexion des points qui nous paraissaient fondamentaux. Il y avait un premier point qui était de développer un projet qui mette en valeur la question de la bioclimatique et de comment on pouvait concevoir un bâtiment qui tire un profit maximum des apports solaires. Et puis, une petite question qui nous amusait aussi dans le bâtiment, c'était la question de l'effet de bord. Donc, évidemment, l'image, je me rends compte, est un petit peu sombre. L'effet de bord, c'est l'idée de valoriser les murs des bâtiments. En fait, dans l'environnement, on a ce qu'on appelle l'effet de lisière ou l'effet de bord. Et c'est à la lisière, par exemple, entre un bois, une forêt et un champ, que la biodiversité est la plus importante et la plus riche parce qu'elle tire parti des deux environnements. Et on pense que c'est une notion intéressante à développer dans les bâtiments, c'est-à-dire en fait, quand on crée des murs, quand on crée des bâtiments, on crée des effets de bord. D'ailleurs, dans les photos que tu montrais au Certignan, il y a comme ça de la végétation qui a poussé sur ces bâtiments en béton, et je suis persuadé que c'est des lieux où il y a une biodiversité qui est vraisemblablement très, 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 très intéressante. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait aussi apporter et communiquer aux étudiants. C'était dans le concept, dans le déroulement du projet, ce ne sont pas des choses qui se sont faites, mais en tout cas, on a pu leur en parler. Et donc, adossé à la maquette, ça ne nous a pas évité de faire des plans d'exécution qui sont aussi des plans pédagogiques qui permettaient de montrer un peu plus spécifiquement la mise en œuvre des matériaux au sein du bâtiment. Donc là, on est au moment du chantier et de la mise en œuvre un nouveau bâtiment. Là aussi, pour ceux qui ont été attentifs, il y a moyen de percevoir qu'ils n'ont pas fait exactement ce qu'on avait dessiné, parce qu'ils n'avaient pas le temps, tout simplement, et donc ils ont raboté le bâtiment d'une hauteur de caisson. Donc on est un caisson un petit peu plus bas. Ça, c'est pour la phase chantier. Donc maintenant, je vais reprendre les différents éléments et vous expliquer ce qu'on a fait pour en tirer le meilleur parti. Donc ici, les caissons, j'en ai déjà parlé, il y avait une chose toute simple qui était de faire un bâtiment à toiture plate et de travailler avec des caissons sans devoir les découper pour pouvoir les valoriser le plus facilement possible. Il y a le travail sur les colonnes, donc elles étaient moisées, mais pas parfaitement carrées, ce qui en fait les condamnait à pouvoir être posées que dans un sens dans le bâtiment, dans le sens de porter des poutres pour pouvoir venir mettre les poutres au bon endroit. Donc en fait, on a démonté ces colonnes pour les remonter, les reconstruire de façon complètement carrée pour pouvoir moiser tout ce qu'on voulait et tous les éléments de structure dans le bâtiment et pour les rendre beaucoup plus flexibles au niveau de leur usage. Donc ici, on a une petite idée de la mise en œuvre. Alors, ce qui était marrant, c'est que le premier projet, il avait fait sans ingénieur stabilité. Ici, quand on est intervenu, on s'est adossé les services d'un ingénieur en stabilité qui nous a demandé d'aller rechercher l'appui de ces colonnes sur le gîtage existant, ce qui nous a amené à faire ces greffes dans le bâtiment et à reconstruire ces plots qui, eux, sont fixés à la structure de base sur laquelle, après, on venait poser les colonnes. Pour la petite anecdote, ça a valu beaucoup de chutes sur le chantier. Et donc, voilà. Donc ça, c'était les idées de mise en œuvre et de valorisation de ce qui était là, mais pour en faire quelque chose qui nous paraissait plus pertinent et un petit peu plus. Et puis, il y a la valorisation du bardage, où là, on avait envie aussi de se dire, wow, c'est pas Noviroc, il y a quel moyen d'un peu plus s'amuser avec
de faire quelque chose de panneau et de travailler justement sur les couleurs, sur la matière. Et donc, on a envisagé à ce moment-là le brick 2 et le brick 3. De dire, en fait, il faut qu'on imagine un système qui puisse, une fois qu'on l'aura coupé pour le brick 2, qui puisse encore être coupé pour le brick 3. Et donc, pour le brick 2, on a un système de bardeaux, comme on peut trouver des bardeaux de bois ou des bardeaux en ardoise dans certains cas. Donc, c'est des éléments rectangulaires avec un recouvrement quand même important qui permet l'étanchéité. Et on préperçait ces bardeaux, comme on le voit un petit peu ici sur les petits points, mais on le préperçait aussi de façon à développer des écailles après. Donc les trous qu'on perçait pour les bardeaux devaient servir pour les écailles. Je peux vous dire, ça a marché à moitié. L'idée était très bonne, mais dans la réalité, ça s'est révélé un petit peu plus compliqué, parce qu'ils auraient dû faire un gabarit qu'ils n'ont pas fait. Donc, voilà, c'était un petit peu plus subtil, mais en tout cas, avec un même matériau, il y avait vraiment moyen de développer différentes vies à ce bardage. Et puis, il y a la terre, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'argile, qui a été fait, qui a été posée en Big Bag pendant 1 an et qui a pu être mis en œuvre hyper facilement à la fin du chantier, remalaxé. Et voilà, on n'aurait pas pu dire que c'était un enduit qui avait déjà été utilisé dans le cadre du sous. Donc voilà, ça c'est l'image du bâtiment. Quand je parlais de bricolage, ça a vraiment été un bricolage dans le sens où les étudiants sont un peu intervenus, les menuisiers charpentiers de l'EFP sont intervenus, mais au final, ils n'avaient pas assez de temps, donc c'était les porteurs du projet qui ont fini le chantier, mais qui n'avaient aucune expérience dans la construction. Et donc, on arrive à un moment dans quelque chose d'un petit peu bancal, comme on peut connaître dans certains projets en autoconstruction, où les gens qui font ne sont pas les plus compétents, donc ils font en pensant bien faire, mais on est dans quelque chose où on perd un petit peu de maîtrise, en tout cas par rapport à ce qu'on avait imaginé. Et en fin de compte, c'est pas grave, c'est un bâtiment qui est conçu pour être développé, on peut se le permettre, même si on aurait espéré une image un petit peu plus plus élégant. Donc ça, c'était les photos en face chantier. Et donc, je me rends compte qu'en voyant la photo que j'ai oublié de vous parler de quelque chose, c'était ce qu'on a développé au niveau des châssis. Parce qu'on voulait absolument dire, mais on a des châssis d'une dimension donnée, ils ont récupéré des châssis, ok, c'est vraiment super, mais comment on peut faire pour valoriser ces châssis en créant des baies un petit peu plus généreuses. Donc, je vais très vite remonter, attention les yeux. Et donc, on a développé cette réflexion-là qui était d'utiliser en fait une structure portante derrière les châssis, mais qui était calpinée sur la dimension des châssis. Cette structure était portante, elle portait les caissons du dessus. Et du fait qu'elle était calpinée sur les châssis, après, il suffisait de venir poser les châssis en appui contre cette structure qui permet, en fin de compte, de créer les baies qu'on veut, à peu de choses près. Et donc, il y a juste 2 châssis qu'ils ont dû faire sur mesure en plus pour pouvoir exactement se caler sur les dimensions des caissons. Ici, on est, en fait, c'est moi qui... on était sur les châssis. Justement, j'ai été trop vite, mais on en parlait, donc on voit bien. Et sur l'autre façade, on voit aussi qu'ils ont calpiné une structure qui n'est pas portante, mais qui permet de fixer les châssis et de créer un ensemble vitré beaucoup généreux à ce moment. Une fois le brick de terminé, le Covid est arrivé et donc le projet a été mis en pause. Et à la reprise, on a pu développer le brick 3 qui s'est révélé être plus une extension du brick 2 qu'un démontage complet et une reconstruction. Donc là aussi, c'est intéressant pour l'expérience, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le temps, qu'ils n'avaient pas l'énergie, que les professeurs répondaient à moitié présents dans le développement du projet. Donc ils ont préféré se concentrer sur quelque chose qu'ils pouvaient maîtriser plutôt que de tout recommencer depuis le début.
Et donc, cette extension, pour réaliser cette extension, ils ont reconstruit à ce moment-là, ça c'est quelques photos de la maquette qu'on a fait en continuant à s'amuser avec ces petits blocs. Donc, ils ont reconstruit une nouvelle dalle sur laquelle ils ont reconstruit la partie bâtiment. C'était sans doute du coup un petit peu moins intéressant, un peu moins palpitant, puisque nous, on était déjà prêts à réinventer encore quelque chose d'autre. Donc, on est resté sur la même ligne. Et alors, chose importante, ils se sont rendus compte aussi qu'au premier démontage, les caissons avaient été quand même pas mal abîmés. J'en ai parlé un tout petit peu au début. Ils avaient été insufflés, c'est très facile d'insuffler, mais pour aller aspirer la cellulose, c'est une autre paire de manches, parce que ça se fait avec la même machine, mais qui est moins adaptée. Donc là, ils ont passé, je crois, une semaine entière pour aspirer toute la cellulose des caissons. Donc ce qui se révèle, enfin, ce qui peut être une bonne idée, ne l'est pas toujours. Donc ça, c'est une photo du bardage du brick 3. Donc on y est quand même arrivé à cette écaille. Bon, ça, c'est un zoom sur la photo. Je ne montre pas tout le reste parce que c'est un film. Donc ici, à l'intérieur, où ils ont prolongé cette réflexion à la fois sur les châssis et sur les colonnes. La pose des châssis qu'on voit un petit peu mieux, donc ils ont calpiné les châssis sur cette idée de structure portante qui avait la dimension des châssis du coup. Donc voilà, moi je dirais pas mal d'enseignements de ce projet. On a eu aussi l'occasion, dans le cadre du projet BAM dont j'ai parlé au début, de faire tout un rapport d'analyse lié à la construction et à l'accompagnement du projet. Et donc, moi, je me suis rendu compte à quel point, au plus un matériau est simple et robuste, au plus il pourra être facilement réutilisable. Je l'ai vu quand j'ai été au contact d'autres projets en économie circulaire. Il y en a beaucoup qui développaient des produits très spécialisés, comme le caisson ou brique qu'ils ont développé, est déjà un produit qui est très spécialisé et qui rend son usage finalement très particulier pour certaines fonctions, pour des bâtiments qui se construiraient avec ce produit-là, avec ces matériaux-là. Et donc, ça réduit très fort le champ d'utilisation. Alors que si on revient à des matériaux plus simples, eh ben, ça réouvre un champ d'usage beaucoup plus vaste. Et du coup, ça peut être réutilisé dans certains cas à l'infini. Ici, pour moi, le produit le plus merveilleux, c'est l'argile. C'est l'enduit d'argile, c'est le produit qui n'a pas perdu de qualité pendant tout le trajet du bâtiment. Il a été gardé dans des conditions de stockage qui étaient très mauvaises. Il n'a pas été mis à l'intérieur, il était à l'extérieur dans un big pack. Enfin, voilà, on aurait vraiment pu se dire ouf, ça ne va pas bien se passer. Et en fait, ce matériau est réellement réutilisable à l'infini si on le compare avec du plâtre. Le plâtre, une fois qu'il est retiré de son support, ça devient un déchet. On ne peut pas le réutiliser. C'est vraiment. Et donc, moi, je ne l'ai pas dit, mais peut-être que vous le sentez, je promeus les matériaux naturels, les matériaux biosourcés, les matériaux géosourcés, parce que je pense que ça a vraiment de nature à apporter son lot de solutions. Mais ici, de se rendre compte que l'argile pouvait avoir pouvait être valorisée à l'infini, me confirmait en tout cas qu'en plus de la notion de confort qu'il peut apporter dans les bâtiments, a vraiment un ancrage circulaire très, 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 très marqué. Donc, c'est ce que je disais avant, au plus un matériau est spécialisé et performant, au plus il est fragile. Alors, cette performance, cette idée liée à la performance, elle a fait écho récemment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les podcasts et l'émission Déclic sur la RTBF. Ils ont interviewé Olivier Amand, qui est un chercheur qui parle de la robustesse comme on va dire, une nouvelle vision du monde par rapport à un monde où on a tout centré sur la performance. Et je pense que cette réflexion-là, elle est fondamentale tant à l'échelle de notre petite planète que nous, en tant que praticiens. On a beaucoup construit des bâtiments assez fragiles
qui pouvaient être facilement améliorés, réparés, mais avec des matériaux qui viennent vite des déchets quand ils sont démontés. Et donc, dans cette idée de robustesse, je pense qu'il y a vraiment l'idée de reconstruire des bâtiments les plus robustes possibles qui peuvent absorber des événements et des chocs. On en a connu, on va encore en connaître, avec des matériaux qui peuvent être robustes dans certains cas, tels que la pierre, tels que des matériaux durs, mais la robustesse peut aussi être en fait de pouvoir être utilisée de différentes façons ou de la même façon. Et donc, c'est presque la versatilité des matériaux. En gros, je l'ai dit. Et donc voilà un petit mot sur Thatcher. Donc nous devons sortir du dogme de la performance et envisager la robustesse comme un nouvel axe du progrès humain. Donc voilà, quand je l'ai entendu, je me suis dit en fait ça résonne vraiment avec toutes les analyses qu'on a pu faire, et on s'est aussi rendu compte au sein du bureau que on était pendant tout un temps, en tout cas, on avait été très sensibilisés, toujours on voulait produire des projets un peu précieux, avec des détails précieux, avec des détails très fins. Et en fait, ça rend les bâtiments très fragiles, parce que ce sont des détails qui vont moins absorber des pluies diluviennes, qui vont moins absorber des étés très chauds. Et donc, c'est un moment revenir à une sorte de bon sens ancestral, presque à certains moments, de construire des bâtiments qui peuvent absorber ces différents événements et ces différentes vies. Voilà, à nous, concepteurs, d'imaginer des systèmes robustes. Je vous remercie pour votre attention. Merci. On va du coup faire pareil, on va te donner peut-être une ou deux questions, le temps qu'on se réinstalle après, peut-être s'asseoir un petit peu pour discuter. Mais entre-temps, peut-être une ou deux questions que nous avons Mathieu. Merci beaucoup, c'était chouette aussi de voir un projet pas satisfaisant peut-être esthétiquement pour vous. Mais moi je me pose la question, et c'est un peu, je la pose à chaque fois très régulièrement, c'est la question économique du bureau d'architecture qui se lance dans un projet comme ça. Peut-être avoir d'autres marchés, mais qui en même temps c'est énormément de travail en termes de dessin, en termes de conception, en termes de listing, en termes de tout. Et pour une rétribution qui est un pari, quoi. Et c'était la même question un petit peu que je voulais vous poser à vous. C'est, en fait, on fait comment pour économiquement calculer cette recherche sur le dos de nos clients, toujours avec bienveillance. Il y a un deuxième micro ou pas? Allez, le deuxième micro là. Sinon, je ne peux pas. Il fonctionne. Il ne fonctionne pas. En fait, on a décidé de ne pas calculer. Comme j'ai dit au début, on s'est dit on y va plein pot et on sait qu'on ne va pas gagner notre vie, mais on se fait plaisir. Et donc voilà, c'était vraiment ça. Après, au niveau humain, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'était très très riche, tant avec les professeurs qu'avec les étudiants. Le charpentier est devenu un bon copain. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses dans le cadre de ce chantier. Et oui, clairement, on ne s'est pas rémunéré. Mais par contre, ça va vous faire sourire, on s'est vachement bien rémunéré sur le projet PAMP et sur le rapport qu'on a dû faire. Où là, en fait, on a pallié un manquement parce qu'ils cherchaient, enfin, vraiment, c'était les porteurs de projet qui devaient faire ce rapport. Ils ont dit à un moment qu'ils n'avaient pas le temps, mais par contre, ils avaient un gros budget pour faire ça. Donc, on a récupéré du budget pour le rapport. Donc là, ça a permis d'équilibrer le truc, mais ce n'était pas prévu. C'était un moment, le truc qui tombe un peu du ciel. Ah, ok, cool. Mais donc voilà, on ne l'a clairement pas fait pour ça. Mais on s'est bien amusé. On a eu plein de choses. Il n'y a pas de deuxième micro, donc. Okay.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve ça très intéressant, justement, c'est la conception en vue de la démontabilité, du coup, et je suppose que le projet, il a été donc conçu pour être démonté, peut-être par quelqu'un d'autre. Comment est-ce que vous documentez ce bâtiment pour que les autres aient l'information de comment démonter tout ça? Alors ici, il y a plein de photos qui ont été prises à toutes les étapes. Une sorte de dossier as-built du montage et du démontage. Maintenant, on l'a fait, mais il n'a pas été... Enfin, vu que les professeurs qui accompagnent le projet étaient toujours les mêmes, ça n'a pas spécifiquement été pensé dans ce contexte-là, mais c'est un projet qui était documenté, chaque phase était documentée, chaque étape de construction, de déconstruction, pour pouvoir à la fois le montrer aux personnes qui pouvaient reprendre le projet. Il faut savoir qu'il était censé être démonté, mais que pour le moment, il est toujours là et je ne sais pas quand il sera démonté. Parce que finalement, c'est assez rigolo, il l'utilise comme studio d'enregistrement pour les élèves qui étudient la radio. Et donc voilà, et donc pour le moment, il travaille dedans et l'outil fonctionne assez bien. C'est vrai que dans le cas du Brick 3, on a récupéré plein de panneaux acoustiques d'un bâtiment qui a été démonté et on a une acoustique assez bonne dans le bâtiment. Si. Une autre question peut-être avant qu'on passe à cette table. Je dis que là, je voudrais vous voir. De tester le fauteuil. Tu veux tester lequel? C'est le bleu, ça tombe bien. Donc moi, en fait, ce qui m'intéresse, on va avoir une petite discussion, pas avec trop long non plus. Je voulais revenir justement sur l'aspect sur lequel tu as fini et qu'on discute avec Michel également sur cette notion de robustesse. Parce qu'on a pas mal utilisé, moi j'ai évoqué plusieurs fois la notion de fait de transformation pour englober le réemploi et les matériaux biosourcés et géosourcés. Et donc, Michel avait mentionné le côté faible, mais plutôt dans un aspect positif. Je pense que ça se retouche. Mais voilà, je voulais bien qu'on reprenne une petite discussion là-dessus. Et donc, moi, je veux bien discuter, mais il y a une question particulière. Donc, c'est une discussion. Allez, vas-y, Laurent. Je sais pas comment ça. Enfin, je pense que j'ai parlé de faiblesse. C'est une forme de robustesse, parce que c'est une autre robustesse, c'est-à-dire que le sol qui est là-bas, une fois qu'il est affaibli, on le voit, il retourne à la terre. Et tu as aussi, c'est à mon sens, c'est dans ce sens-là qu'il y a une autre forme de. Sa faiblesse, c'est une qualité mentale, de toute façon. Donc, c'est pas une faiblesse, ouais, j'ai dit faible parce que le matériau, effectivement, par rapport à une pierre, il a une vie beaucoup plus courte. Et dans l'ensemble, il se recycle très facilement. Et ça reste un matériau, comme tu as dit, pour le plâtre, pour l'argile. Voilà, il y a une circularité du matériau permanente. Sinon, on peut parler sans micro. C'est peut-être mieux pour vos oreilles. Mais donc, c'est, selon moi, enfin, une capacité à absorber les chocs sans dénaturer la Terre. Dès que ça devient un déchet, à l'heure actuelle, on doit dire que ça pose problème. Le fait d'avoir un matériau comme le sol qui se régénère et qui, une fois qu'il retourne à la Terre, moi je considère qu'il absorbe les aléas du temps pour recréer quelque chose de neuf. En ça, on a quelque chose de robuste. A contrario, on a la pierre. On connaît tous les bâtiments en pierre et la longévité qu'ils peuvent représenter. On en parlait au bureau récemment. On a un projet de rénovation de logements sociaux à Bruxelles.
qui est orienté sur la circularité plein pot et la rénovation d'une ferme du côté de Pinan, vieille ferme en carré avec les pierres de pays. Et on vient de recevoir les prix dans le cadre de l'appel d'offres pour le projet à Bruxelles. Ça a complètement explosé. Circularité, les entreprises ne connaissent pas, elles ont peur, elles se blindent dans tous les sens. Et on observe que ce n'est pas parce qu'on va récupérer de la pierre de pays dans le cadre de la rénovation d'une ferme pour reconstruire des murs qu'on va avoir des prix exorbitants. Parce que c'est quelque chose qu'on connaît depuis tout le temps. C'est le bon sens du maçon sait ce qu'il peut faire avec ses pierres, c'est qu'il ne va pas avoir de surprise avec ses pierres parce qu'on est dans un matériau dont les caractéristiques ne vont pas changer et ils sont hyper à l'aise avec ça. Alors que dans le cadre d'un projet où on récupère de la menuiserie, des éléments de finition, des sanitaires, etc., ils se retrouvent avec des objets qui normalement ont été posés pour un temps court, qu'on cherche à valoriser. En fin de compte, ils sont assez peu robustes et vraisemblablement fragiles à remettre en œuvre et à valoriser. Donc les entreprises, ça leur pose réellement question de dire je vais démonter cette porte, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le panneau va tenir? Est-ce que je ne vais pas l'abîmer? Qu'est-ce que je vais devoir faire pour le réparer? Et d'anticiper tous ces coûts. Ce qui génère en fait des coûts qui sont beaucoup plus importants que un panneau de porte neuf ou un élément de plancher bon marché. Donc voilà, ça c'est pour moi la robustesse de certains éléments. Elle est peut-être à se poser par rapport à ceux qui la mettent en œuvre. Quel matériau, une fois mis en œuvre, ne va pas poser de nouvelles surprises pour les personnes qui y suivent? Et quelle tolérance peut-être laisser aussi aux matériaux à mettre en œuvre? Peut-être dans le cahier des charges, comment définir la tolérance à laisser à l'entreprise par rapport à un démontage et à une remise en œuvre? Là, justement, je repasse la parole à Florence. Peut-être tu peux... Je trouve que ça serait pas mal. Quelle tolérance laisser aux matériaux qu'on démonte, qu'on monte dans les coûts qu'on peut porter, est-ce qu'on tolère juste qu'ils soient remis en place tel quel? Est-ce qu'on tolère qu'il y ait quelques coûts? Comment gérer cette tolérance par rapport à la dégradation entre l'état initial, le démontage et la repousse? Oui, en fait, c'est vraiment une piste de placer des facteurs de sécurité pour les matériaux dont on n'est pas certain en fait, de la qualité et des performances. Et mais actuellement, c'est des bureaux d'études qui vont pouvoir aider à faire ça, mais il n'y a pas vraiment encore de cadre pour évaluer la performance des matériaux de réemploi. Mais en effet, c'est vraiment une piste d'imaginer des facteurs de sécurité. Mais je ne sais pas vous dire beaucoup plus comme ça à ce niveau-là. Pour compléter un peu, parce qu'effectivement, donc on en a parlé cet après-midi, et comme ça a été évoqué pour les présentations ici aussi, je pense qu'il y a une part de risque, évidemment, il y a une part d'expérimentation qui est pour l'instant indispensable et qui est aussi, comme on l'a vu pour les présentations là, porteuse possiblement de création, en fait, également. C'est un entre-deux, effectivement, qui est pas évident, mais qui est un peu intrinsèque au réemploi, en fait, directement. C'est un risque connu, mais qui était accepté à la base. Ouais. Et pour compléter, si je ne me trompe pas, il y a Rotor, Retrieval et un autre acteur qui ont bossé sur un cahier des charges à la demande de la région Wallonne et de la région bruxelloise pour promouvoir la circularité. Alors, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou... Parce que, donc... Oui. Ah, mais tu vois. Mais je pense que quand on retransmettra, qu'on arrivera à retranscrire l'idée de cet après-midi, il y a des choses qui se croisent. Assister, en fait, ça fait partie, ça je vais finir là-dessus. C'est maintenant. Non, en fait, je pense que c'est tout l'intérêt des programmes et des programmes comme Expo.
programmes sérieux, mais également les programmes à l'Institut à Bruxelles. Donc, il y a tous les livrables qui ont été produits de vraiment grande qualité, très accessibles et qui sont disponibles en fait. Donc, c'est ça vraiment voilà. L'idée d'aujourd'hui, l'idée expo qui est ici, c'est au-delà de l'objet de présentation, il y a tout un ensemble de dossiers qui sont mis pour faciliter justement la réponse à ces questions. Et donc, ce qui motivait à créer ce cahier des charges, c'était la volonté de libérer les entreprises d'une certaine forme de responsabilité qu'elles ont quand elles mettent en œuvre un matériau. Parce qu'avant ça, si on voulait réutiliser un matériau sur un marché public, il devait passer par la case CSCC pour refaire des tests pour dire que le matériau n'avait pas perdu ses caractéristiques. Et donc, ça aussi, ça a des coûts importants. Et donc, à un moment donné, c'était pour ouvrir un petit peu le champ. On revenir aussi aux questions du détail de la robustesse et de l'attitude. Pour moi, c'est l'attitude d'espacement. C'est toujours laisser une distance entre les choses. Pas le démontage, c'est la distance entre les choses. Enfin, on le voit, la construction contemporaine, vraiment, tout est collé, tout est assemblé, les câbles, sur les salles, enfin, tout ça participe. Évidemment, tout est imbriqué. Je pense que la mise à distance, il y a l'attitude des matériaux, mais c'est aussi l'attitude quand même esthétique, en fait, d'accepter une part de certitude, une part de défaut. Enfin, tout ça participe, c'est le même vocable qui tourne à tous les niveaux, et c'est pour moi l'attitude qui est importante à tous les états. Il suffit de regarder le bâtiment dans lequel on est. Mais c'est pas facile. Moi, je ne peux pas critiquer parce que ça reste. C'est compliqué. Critiquer parce que quelqu'un a des câbles dans le sol, il faut dire que c'est plus compliqué que ça. Parce qu'il y a plein de facteurs qui poussent à une approche de cette sorte-là. Mais ouais, moi, je me posais la question, par exemple, dans le cas de la reconstruction, comment, avec les châssis et les murs, comment vous assuriez l'étanchéité à la mur? Comment est-ce qu'on pourrait assurer la démontabilité? Comment est-ce qu'on assure la plupart du temps, dans le recettage de la mousse, le plastique, ce qu'il va avec, et ici, est-ce qu'on tolère? Écoute, là, ça a quand même été fait avec des tapes qu'ils ont collé le moins possible sur les châssis pour que ce soit assez facile à. Alors, je pense qu'ils sont parvenus à le retirer la plupart du temps. Ils sont collés, mais ils ont tout TP. Et les caissons entre eux étaient TP aussi. C'est pour ça que la question de la performance, l'enjeu de la performance vers la robustesse, comme tu parles, est essentiel parce que c'est la performance en fait extrême des bâtiments qui pousse à ce que tout ça soit. Attendez, un bâtiment passif, je pense que vous avez des objectifs pour y arriver. On n'arrive pas de l'argile, c'est pas possible. On n'arrive pas sans TLP, on n'arrive pas sans plastique, c'est presque impossible. En tout cas, très compliqué. Donc il y a un enjeu juste autour de la performance. En tout cas, la performance à tout prix. Ça a été le cas pendant pas mal de temps à Bruxelles. Ils en reviennent un petit peu. Il y a la grande période passif à Bruxelles où ils poussaient à moins passif, qui a amené son lot de bâtiments intéressants, mais aussi son lot de problématiques. Et se sont rendus compte des installations fragiles, énormément de travail de maintenance et qui les dépasse complètement à l'heure actuelle parce qu'en fait, le système, bien que très performant, est assez peu robuste. Il s'abîme facilement, il tombe en panne. Les habitants ne savent pas utiliser leur système de ventilation, ou ils n'aiment pas, ils le coupent, ça ne marche plus. Donc, c'est des choses aussi qui ne permettent pas d'absorber des usages variés. Donc, on peut réfléchir à la robustesse aussi par rapport aux usages qu'on peut avoir des installations, des matériaux, d'un bâtiment. Dans le bâtiment que vous avez fait, tu dis très bien, le plancher, c'est un plancher très cuit, ça peut on est dans quelque chose ce
qui apporte sa patte, qui va être réutilisé après dans d'autres fonctions et, qui fonctionne très bien, qui n'a pas la finesse d'un lisser ou d'un autre matériau, mais qui, dans le cas de cet usage, fonctionne très, très bien. Je crois que le programme a une importance, enfin, le programme HTML a aussi une grosse incidence sur la manière en fait, de faire le projet, parce que là, enfin, le plancher dont tu parles, en fait, va aussi utiliser parce que ce sont des gamins qui viennent de vote, et ça sert à rien de acheter autant que le matériau soit déjà presque ça, et ce n'est pas quelqu'un en soi. Mais alors, justement, c'est là que c'est bien cocasse, parce que le bâtiment, vous pouvez parler de verre, parce que c'est la plate uniquement, sauf qu'il y a un groupe de. Zen qui a voulu utiliser exactement la fonction, mais en tout cas, oui, et du coup, ben, le sol qui avait été laissé totalement brut à la base ne fonctionne absolument pas pour cet usage-là. La commune qui voulait quand même valoriser à un certain niveau de son bâtiment, a fini par penser quand même dans le plancher à votre avis. Donc le programme, ça n'enlève rien, mais ça peut être pensé, ça peut être oui, ça donne très bien. Mais ça veut dire que le programme a une incidence, si c'est un. Voilà, nous à l'université, on travaille sur des bâtiments publics, des amphithéâtres. Ventilation, la question se pose même pas. Voilà, mais ce qui nous pose le plus de soucis, c'est effectivement la maintenance. C'est un coût. C'est une externalisation aussi, parce que avoir des services en interne qui font le job, c'est compliqué. Et surtout, c'est aussi parfois l'obsolescence des normes. On a des bâtiments, si je prends l'Institut botanique, un bâtiment qui possédait un système de ventilation qui a marché 10 ans, 50 ans après, il va fonctionner. Les tuyaux étaient toujours là, on les a récupérés, on a fait une ventilation, les normes c'était 40 mètres cubes à l'époque, le Covid est passé par là, aujourd'hui on est déjà à 50, 60, donc ce qu'on a fait là est déjà obsolète. Donc on a une obsolescence permanente des techniques et plus les bâtiments sont technologiques comme ça, et plus il y a cette obsolescence. Et en même temps, on est tenu, en fait c'est une espèce de chapisme actuel, on n'en sort presque jamais. Donc je crois que pour des projets plus ouverts, des projets comme tu as fait, l'orientation, de rentabilité ou les enjeux qui sont plus légers, on va dire ça comme ça, c'est possible. Mais moi, je ne pourrais pas mettre un sol comme ça à l'université, ça ne serait jamais. Parce qu'il y a des gens qui vont se trébucher une fois et parce qu'on n'est pas dans les mêmes contextes. Je crois que le point fort à la question de la programmation est la problématique de Ça va rebondir un petit peu sur ça, parce que c'était le deuxième point, mais qui est en continuité. C'est effectivement l'usage qui va, ou la programmation, ou l'appropriation qui est faite par rapport au sentiment que vous avez évoqué tous les deux d'empathie par rapport à notamment ces matières. Et donc ça, voilà, ce que vous avez senti, si vous l'avez évoqué, mais un sentiment d'attachement de peut-être ceux qui pratiquent vraiment le lieu. Après, il y a les décisionnaires peut-être d'un niveau au-dessus, effectivement, comme tu évoques Michel, qui, voilà, ça complique peut-être un peu les choses, mais là, c'est à cause du programme plus que de l'usage, c'est complémentaire. Et ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est les outils que vous avez mis en place. Toi, Michel, tu as montré un prototype, par exemple, et toi, Mathieu, tu as montré cette maquette, et aussi, évidemment, parce que le programme était ça, et l'expérimentation sur place. Donc, voilà. Je pense que c'est la continuité du sujet d'avant. C'est vaste. C'est bon, il y a la bonne vente qui garde. Mais en fait, moi, je ne vais pas répondre directement à ta question. J'aurais fait de la politique. Enfin, une notion qui m'intéresse aussi par rapport à ce que tu dis, par rapport aux matériaux, par rapport à l'empathie aux matériaux, par rapport aux gens, c'est, je pense, une vision qui doit changer, c'est la question de la patine. Je pense qu'on aime, enfin, on a beaucoup eu envie de faire des bâtiments
qui vieillissaient peu, qui vieillissaient pas, où les matériaux restent figés, restent tout le temps les mêmes. Je pense qu'on a un moment où c'est important de redonner de la valeur à la patine des choses, et la patine, on l'a avec des matériaux tels que le bois, tels que la pierre, un vieux plancher qui s'est patiné à force du passage. Il raconte une histoire à un moment donné. Et dans cette idée de réutiliser des matériaux qui vont pouvoir absorber tous ces passages sans se casser, sans être fragiles, ça va ça va remettre le temps long en fait, au premier niveau dans les bâtiments. À Bruxelles, on est en train de démonter des bâtiments qui ont 30 ou 40 ans parce que, tu parlais de l'obsolescence, parce que la hauteur sous plafond est plus réglementaire. Des choses comme ça sont complètement absurdes en termes d'utilisation de la matière. Et donc, ça fait le lien avec l'usage des bâtiments qui se patinent, avec à un moment le fait d'accepter qu'on puisse ne pas être totalement dans une réglementation donnée à un moment X. On le fait quand même, bien que les insertions techniques sont une certaine obsolescence ou la performance est une obsolescence. Un bâtiment, l'usage qu'on a d'un bâtiment, même si la réglementation change, normalement devrait pouvoir continuer dans ce bâtiment et d'accepter que les portes du château qu'on a construit en 1600, elles font 1,70 m, elles font pas les portes du château, quoi. Enfin, c'est à un moment accepter l'histoire de ce qu'on a pu faire. Et donc, ouais, ces notions-là, pour moi, elles sont vraiment différentes. Pour parler aux questions des outils, si on fait des prototypes, c'est d'abord pour se rassurer sur aussi. On a beaucoup parlé des certitudes, et donc, mais aussi, c'est des certitudes pour nous. Donc, forcément, le fait de se dire, tiens, on a réussi à faire quelque chose à petite échelle, et ça marche en fait sans trop de soucis, donc on se dit, effectivement, ça nous rassure nous. Et puis, le prototype devient alors un objet d'assurance pour l'entreprise qui va devoir le fabriquer, parce qu'on garde le prototype. Et on peut leur montrer comment ça a été fait, quel type de matière il va être confronté. Et donc, c'est un outil de conception, mais aussi de rassurer en tout cas. Ça permet de... Sur le temps long aussi, développer Maxime. J'ai déjà un peu évoqué dans le présentation. Et l'acceptation dans la certitude, c'est une base de ce travail de médiation, justement, du rôle de l'architecte qui change. Et essayer de rassurer, effectivement, convaincre que ça va bien se passer pour tout le monde. Et donc, qui n'est plus quelqu'un qui est entre les différents acteurs, mais qui est avec, comme posture, c'est quand même un peu différent. Donc, avec Michel, on avait parlé d'interprète, mais voilà, qui n'est pas au-dessus, mais qui est avec, et donc qui doit se rassurer autant que les autres, et qui est en dialogue constant. Pour prolonger la question de l'outil, chez nous, la maquette, elle a permis de tester, mais c'est aussi un outil pédagogique, tout simplement. Et on l'expérimente au quotidien en faisant des maquettes pour nos clients. La maquette devient souvent le centre du projet qui permet d'expliquer le projet. Des images resteront des belles images, une maquette est un objet qui peut s'approprier. Ici, vu à son échelle, ça a vraiment permis aux acteurs du projet de, même si ce n'était pas construit, de pouvoir commencer à jouer avec et à comprendre ce qu'ils allaient faire.
Et donc, effectivement, on a cette idée qu'on se met tous autour d'un projet avec un objectif commun et on réfléchit ensemble comment on va pouvoir mettre en œuvre. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. À l'heure actuelle, je crois qu'on a besoin d'architectes qui se mettent au niveau, qui sont un acteur à part entière de la construction, comme on a les entrepreneurs, les maîtres de l'ouvrage aussi, qui a un rôle très très important. Mais l'idée de l'architecte, comme on a pu se faire de Corbu ou d'autres archis qui ont la posture de l'architecte avec un grand A, alors sans doute qu'il y en a encore, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on a plus besoin d'architectes qui mettent la main dans le cambouis et qui sont dans cet échange et ce partage continu avec les différents acteurs du projet, plutôt que de mise à distance par rapport au projet. Pour rebondir justement sur la question de Corbusier ou des gens qui font partie de la grande modernité, moi je trouve que c'est pas, je sais bien qu'il y a cette esthétique qui a été mise en place à un moment donné, des créations, etc. Je crois qu'en fait, c'est pas là le problème. Le problème, il a été après de la prise en charge de cette esthétique par toute une série de matériaux qu'on travaille là-dedans. Parce que si on visite la Savoie, c'est plein de défauts. Et c'est tout à fait différent d'avoir sur photo ou en 3D ou ce qu'on veut, mais si on va voir sur place, à la GNAM, qu'il y a un qui est perceptible en fait sur les photos, parce qu'à l'époque, tout est plein de défauts, il y a plein de petites choses qui ne sont pas aussi droites qu'il lui paraissent. Et je crois qu'on a une histoire aussi, il y a un travail à faire, à mon sens, sur l'histoire de l'architecture et la façon dont on analyse, pour redonner justement du sens à ces choses-là. Le nombre de fois on parle de Palladio en termes de composition, d'harmonie, alors que très peu parlent de la lumière automnale, il y a plein de choses, il y a de la ventilation, on a pensé à la manière dont les cuisines fonctionnent, la manière dont les choses sont construites, et il n'y a pas cette histoire. Il y a l'histoire de la forme, de la composition, mais très peu d'histoire qui traitent justement d'aspects qui sont techniques et qui sont nécessaires à l'architecture, qui permettent de remettre l'architecture à sa juste place et l'architecte à sa juste place, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être à la fois un concepteur de forme, peut-être, mais aussi tenir compte de la matière, des caractéristiques de la matière. En fait, ça paraît à tous les étages. Et les défauts, c'est là. Oui, c'est ça. D'accord. On va pouvoir aller voir un bel. Peut-être juste avant de laisser partir pas, peut-être s'il y a une question, là j'ai tourné un peu le truc, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a à moi? Donc on va repasser effectivement au Drink à Expo. Donc je reprends ma fin qui s'arrêtait un peu tout à l'heure, mais c'est vraiment important. Pour moi, c'est un travail vraiment très conséquent qui a été réalisé, comme je disais, au niveau des délivrables de ce programme FCRPE. Et donc, déjà, on a imprimé une version de chaque délivrable. Vous voyez l'ensemble du travail. C'est vraiment de qualité, c'est vraiment à diffuser, faciliter effectivement tout ça. Et comme je dis, donc là, j'ai sorti un élément, mais tout ça, c'est disponible en ligne, tout le monde voit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site. Merci beaucoup à tous.